Bonjour Alexis Corbière, Bonjour. député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Merci de sur l'invitation. LCI. On va reparler évidemment réforme des retraites, la réforme qui arrive en séance plénière dans l'hémicycle à partir de lundi. Quelle va être votre stratégie? Sera-t-elle la même qu'en commission spéciale avec près de 19 000 amendements? Oui, on est farouchement opposé à cette réforme des retraites. D'abord, revenons au fond. Nous pensons qu'elle est mauvaise, dangereuse pour les Français. La finalité, ça a été dit clairement par ceux qui en sont les auteurs, le gouvernement et cette majorité, c'est de faire travailler les Français plus longtemps, de faire une astuce, c'est-à-dire qu'ok, l'âge légal de la retraite, on ne va pas y toucher, 62 ans, mais l'âge d'équilibre, c'est-à-dire le moment où vous pourrez partir avec la totalité de votre retraite, ce que logiquement tout le monde va être obligé de faire, lui va être repoussé, 64, 65, et même dans les projections qui étaient celles de M. Delevoye, ça pourra aller dans les prochaines décennies vers 67 ans. Mais on a envie de vous demander pourquoi continuer à demander le retrait que, de ce texte, alors qu'on le sait, le gouvernement ne le retirera pas. Parce que j'ai la faiblesse de penser qu'en démocratie, il faut quand même écouter le peuple qui est le souverain. Et toutes les études d'opinion m'amènent à penser que actuellement, 61% des Français sont opposés à cette réforme des retraites. Une majorité des organisations syndicales sont opposées à cette réforme des retraites. Le Conseil d'État, qui n'est pas un repère d'insoumis, a dit « Oulala, ce texte, il est lacunaire, je le cite, il ne donne pas de visibilité, je le cite, aux parlementaires ». Vous avez suivi le débat, pardon d'être un peu technique, mais en même temps que les parlementaires vont travailler à partir de lundi, il y a une conférence de financement qui se réunit, qui, elle, n'est pas basée sur le même agenda, qui se terminera en avril. Donc on demande à les députés de voter des choses dont on verra la possibilité de financement. On les a suivis, justement. Non, mais c'est compliqué. Non, mais ce que je veux dire, et dans le texte qu'on nous demande d'adopter, il y a 29 choses qui seront tranchées par des ordonnances. Ce que je veux dire, c'est que moi, qui ai quand même une haute opinion de ce qu'est un député, c'est-à-dire le représentant du peuple, on va voter à l'aveugle. C'est ça la difficulté. Des textes dont on ne sait pas très bien quelle est la valeur du point. Vous avez suivi, c'est ça qui a été passionnant dans les débats la semaine dernière. En commission des retraites, c'est qu'on a posé la question comment est calculée la valeur du point, et le rapporteur nous a répondu il sera calculé selon le revenu d'intérêt, le revenu moyen par tête. À quoi nous avons dit peut-on avoir une définition de ce qu'est le revenu moyen par tête? Actuellement, cette définition, cette entité n'est pas définie même par l'INSEE. Et le rapporteur nous a dit prochainement l'INSEE en donnera une définition. Avouez que c'est brumeux. Quand c'est flou. Ah bah il y a un loup, et là c'est plus que loup, c'est une meute de loups. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait, malgré mon opposition au texte, au moins j'aurais pu entendre que d'abord le gouvernement faisait sa conférence salariale, précisait son texte, définissait ses critères pour savoir comment on va calculer ce point désormais qui définira la valeur de votre retraite. Tout ça est fait dans la précipitation, le coup de force. À partir de là, nous, on assume le fait que face à un objectif de destruction, nous, on fait de l'obstruction. Vous l'assumez totalement. Je ne souhaite pas que ce texte soit adopté, je ne souhaite pas qu'il soit adopté rapidement, et je profite des faibles moyens que j'ai comme parlementaire d'opposition, c'est-à-dire déposer beaucoup d'amendemps, déposer une motion de censure. Et quelle justement va être votre stratégie dans ces prochaines semaines? Continuer à présenter 84 heures de débat sont prévues, jusque tout le week-end, peut-être des vacances parlementaires annulées. Vous allez jusqu'où? 19 000 amendements en commission spéciale. On ne va pas pleurer sur le sort des députés, ils vont bien, vous savez, on touche une indemnité. Si on n'est pas là pour siéger et faire député, on est là pour quoi? Moi, quand on parle de l'avenir des Français, de tous les Français, leur retraite, l'âge à laquelle ils vont partir à la retraite, je suis prêt à passer mon samedi, mon dimanche et toute ma nuit, il n'y a pas de problème. Qui c'est qui est pressé? Qui c'est qui est pressé au point que nous ne pourrions même plus présenter nos amendements et qu'il faudrait précipiter les choses? Vous comprenez? Je ne parle pas de choses secondaires. Chacun connaît mon opinion. Le gouvernement veut que ce soit voté avant l'été. Mais je ne suis pas au service du gouvernement, je n'en sais rien. Ce le sera selon vous? Je ne le souhaite pas et je propose même une manière pacifique, démocratique, pour trancher les choses. Et si on faisait un référendum? Aujourd'hui, il y a 2 jours, un sondage l'a montré, 67% des Français sont favorables à ce que cette question-là, êtes-vous pour ou contre le projet de réforme des retraites du gouvernement? Est-ce que ça pourrait pas tranquillement faire baisser la température et qu'on voit? Pourquoi le gouvernement, qui est prêt à faire même un référendum, j'ai vu, sur les questions écologiques, ce sur quoi sans doute on est pratiquement tous d'accord, pourquoi ne le fait-il pas sur un sujet comme ça? Le référendum ne semble pas être dans les tuyaux. En revanche, je le regrette. Le 49.3... je le regrette. L'ombre du 49.3 plane un petit peu. D'ailleurs, votre collègue Éric Coquerel en faisait mention. Est-ce que, quelle serait votre réaction si l'arme institutionnelle du 49.3 était utilisée? Évidemment, je le regretterais, mais ce serait une illustration du caractère autoritaire de ces institutions. Je le répète et j'assume le caractère autoritaire de ces institutions. Le représentant du peuple, normalement, c'est l'Assemblée nationale. Ça n'est pas le président de la République tout seul. On a un problème dans notre pays, c'est que je trouve que tout est présidentialisé aujourd'hui.
on a une concentration de pouvoir sur le président de la République et le Parlement est ramené à des rôles secondaires, qui produit d'ailleurs des petites choses, on en parlera peut-être, avec des députés, soit ceux d'opposition comme moi qui souffrent, mais on fait le job, soit ceux même de la majorité qui ont un peu ras-le-bol d'être là, des députés godillots, appliquant des consignes gouvernementales, on va y revenir, parfois d'ailleurs. douloureuses, ou parfois faisant un zèle en ne venant plus en séance, etc. Ce qui montre le caractère douloureux, manifestement. Et je peux le comprendre. Moi, je serais pour, vous le savez, des changements d'institutions. On appelle ça parfois pompeusement la 6e République, mais ce serait le peuple qui déciderait. Plus de pouvoir au Parlement, moins de pouvoir concentré sur le président, des outils démocratiques pour que le citoyen, pourquoi pas par des référendums d'initiative citoyenne, puisse intervenir, pourquoi pas révoquer les élus, Mais le droit de juste pour révoquer revenir sur la manière, votre stratégie, la manière dont vous conduisez finalement votre opposition, 19 000 amendements, il y en a qui ont été le même déposés une vingtaine de fois. Oui. Est-ce que dans le débat sur la commission spéciale, vous trouvez que ça donne une bonne image finalement de la politique en général, de votre parti en particulier? Est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que c'est pas trop jusque-boutiste? Je crois pas. À chacun d'en juger. Ceux qui nous regardent peut-être diront, bah, écoutez, Monsieur Corbière, vous avez tort. Mais moi, je pense que cela participe à empêcher le gouvernement de faire son mauvais coup. Voilà. Et nous effectivement. Et une manière de transposer peut-être dans l'hémicycle on le dit, dans la rue, les manifestations sont moins importantes. Oui, bon, ça c'est. Ou du moins la protestation populaire qui existe dans le pays, qui se traduit par des manifestations, qui se traduit par des choses nouvelles que vous, sans doute, comme journaliste, vous observez, c'est-à-dire ces avocats qui jettent leurs robes, ces gens qui jettent leur code du travail, ces enseignants qui jettent leurs cahiers, des professions qui cherchent des moyens symboliques de se faire entendre, parce qu'ils ont manifesté, ils ont fait grève, et c'est dur parfois de tenir la grève. Moi, j'ai en tête, et je les salue, les cheminots, les agents de la RATP, 50 jours de grève. Beaucoup me montrent actuellement leur feuille de paye qui arrive où il y a marqué 0, ça fait mal. Donc on peut comprendre que la grève, devant l'obstination du gouvernement, est peut-être pas l'outil pour certaines personnes le plus efficace. On cherche d'autres façons. Moi, je veux, c'est la manière dont je conçois mon rôle de député, être l'écho, être la voix de cette grande protestation. Et ma manière à moi de jeter ma robe d'avocat, de jeter mon cahier d'enseignant, c'est de jeter mes 19 000 amendements. Ce n'est pas dévoyer le rôle du Parlement et du parlementaire. Non, écoutez, il y a quelques années, il y avait eu un débat sur la privatisation d'EDF. Le groupe socialiste avait déposé 136 000 amendements contre la privatisation d'EDF. Ils avaient trouvé la stratégie bonne. Donc ça existe dans la vie parlementaire. 136 000, c'est peut-être un objectif que vous vous fixez. Non, vous voyez qu'on est assez timoré en vérité. C'est ça. On est moins radicaux que ce qu'étaient peut-être les socialistes à l'époque contre Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que je suis bien conscient que c'est pas, comment dirais-je, techniquement, ou c'est quelque chose qui est discutable. Mais je dis à ceux qui me regardent, je ne veux pas qu'on détruise votre retraite. Je ne veux pas que vous travailliez jusqu'à 65, 66 ans. Je ne veux pas que votre pension baisse. Et moi, comme député d'opposition, le seul instrument que j'ai aujourd'hui, c'est de ralentir ce travail de casse en déposant mes amendements. Peut-être que ceux qui me regardent trouvent ça un peu rustique et se dire qu'on préférait d'autres techniques. Je dis les amis, faites-nous des propositions de ce qu'il y a de plus efficace, mais à ce stade, nous, on n'a pas mieux. Et malgré ça, vous voyez, le gouvernement avance. Mais après, il y a une chose, l'opinion, le peuple souverain, qui lui peut se faire entendre. Et je reviens à ma proposition. Écoutez, elle est quand même raisonnable. Et si on faisait un référendum? L'opinion, justement, Emmanuel Macron en parle, regarde les sondages et dit en même temps qu'elle en a assez de ce flottement et qu'il faut que ça aille au bout et que ce texte soit voté. En tout cas, ce sont... Ça, c'est sa lecture à lui. Mais j'ai peur, moi, du pourrissement et de la colère. Et je mets Emmanuel Macron en garde. Attention à ce que ce pays ne soit pas totalement bouleversé, mis en colère et même dans une rage qui ne produit rien de bon. Rien de bon. Et moi, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont plus envie d'aller voter, voire même qui sont prêts à utiliser le vote de Madame Le Pen comme une manière de se faire entendre. Et moi, je ne souhaite pas que notre pays bascule dans les mains de l'extrême droite, xénophobe et qui n'est pas du tout social et qui, par ailleurs, ne se bat pas sur la question des retraites. Je dis s'il y a des électeurs du Front National, du Rassemblement National qui me regardent, je leur dis, aucun député du Rassemblement National n'est venu s'opposer à cette réforme des retraites. Donc, il y a aussi un baratin pseudo-social qui en vérité est une manière d'aider le gouvernement à agir. Il y a l'opposition de service qu'est Madame Le Pen. Bon, ça c'est ma critique. Mais je dis au-delà de ça, le pourrissement de nos institutions, enfin du moins de cette situation, n'est pas bon pour le pays. Mais vous y contribuez. Je crois pas. Je crois pas. Vous parlez de pourrissement assumé, au final on arrive oui, mais à ça. C'est le pourrissement qu'impose le gouvernement qui gouverne contre le peuple. Bon sang, être républicain, c'est revenir à des choses simples. Le souverain, c'est le peuple. Doit-on imposer à un peuple qui ne veut pas
une réforme qui n'a même pas été présentée lors de l'élection présidentielle. Je rappelle que M. Macron, page 13 de son programme, disait « Je ne toucherai pas aux pensions de retraite, je n'allongerai pas la durée du temps de travail ». Mais ça faisait malgré tout partie de son programme, cette réforme des retraites. Non, je répète, page 13, je vous cite exactement la phrase qui est dans son programme, que j'ai en tête. Il n'y aura pas de baisse des pensions de retraite et je n'allongerai pas la durée du temps de travail. J'affirme ici que son projet de loi va rallonger la durée du temps de travail pour arriver à l'âge d'équilibre. Que répondez-vous aux membres du gouvernement, à certains ministres qui accusent la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête, d'alimenter les violences? Est-ce que vous soufflez sur des braises? Non, je ne crois pas. Mais je vois bien comment le gouvernement veut nous transformer en méchants, en violents. Et moi, je leur dis, regardez l'état dans lequel est le pays aujourd'hui. Et les gens sont inquiets pour leur avenir. On a l'impression que pour leurs enfants, demain sera pire qu'ailleurs, etc., etc. Et on a l'impression de ne plus être écoutés. D'accord, c'est pas la France insoumise qui dirige le pays. Donc il y a une protestation qui a pris la forme des gilets jaunes, qui a pris la forme. Il faut l'écouter et il faut organiser une vie démocratique où le peuple se sent représenté. Je crois et que si ces ministres qui me critiquent, que nos institutions ne permettent pas cela. Et j'ai peur que tout explose de la manière que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire d'un vote que je ne souhaite pas la prochaine fois, ou d'une violence, parce que les gens ne vont plus devant les électeurs. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, moi je suis contre la violence, mais je dis aussi que j'ai 51 ans. Dans ma vie militante, j'ai vu des manifestations, etc. Vous savez, moi, je suis issu du sud de la France, des viticulteurs qui cassaient parfois les choses quand ils étaient pas contents. Quand vous voyez notamment le siège de BlackRock oui, mais je envahi. termine. D'accord, mais je répète, j'ai déjà vu la FNSEA casser des choses, des viticulteurs en colère. Et je me souviens, dans des villes comme Montpellier, Béziers, on n'était pas content que les viticulteurs cassent, mais après le préfet discutait avec les viticulteurs, on les écoutait. Aujourd'hui, cette violence qui parfois s'est exprimée a eu pour réponse de la part des forces de police des choses que moi, j'ai jamais vues dans ma vie. Je pense qu'on a utilisé les forces de l'ordre et les policiers, c'est un beau métier policier, mais on les a utilisés... C'est important de le rappeler aussi. Mais bien entendu, je ne suis pas... Attendez, bon, je termine d'abord et je veux dire un mot là-dessus sur la police. L'utilisation de LBD, l'utilisation de grenades de désencerclement. On est aujourd'hui dans une situation où on a 6 personnes d'ailleurs, qui ont perdu la main. On a 22 personnes qui ont été éborgnées. On a 155 journalistes de votre profession qui ont été blessés par les forces de l'ordre. On a beaucoup de vidéos où, même si on défend la police, on se dit non, un policier ne fait pas un croc en jambe, un policier ne frappe pas un homme à terre. Et tout ça, on le voit. Je pense que tout ça est dû à la fatigue. Il y a 24 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées aux policiers. On utilise les forces de l'ordre contre le gouvernement. Et qu'on ne me dise pas que je suis anti-flic. Moi, je demande, par exemple, à ce que j'ai proposé une commission d'enquête qui m'a été refusée pour savoir pourquoi il y a un taux de suicide élevé dans la police et la gendarmerie qui est dû, selon des organisations syndicales, à un management brutal et agressif. D'accord ? Je pense que les forces de l'ordre n'en peuvent plus. C'est un service public comme un autre, mais qui aujourd'hui est utilisé par ce gouvernement, une fois de plus, pour que ça tienne un peu face à la protestation. Mais les critiques sont malgré tout très nombreuses à leur rencontre. Alexis Corbière. Non, mais moi, je critique les consignes qui sont données. D'abord, les ordres absurdes, les NAS qui sont mises en place, l'utilisation abusive parfois de grenades lacrymogènes qui créent une ambiance dans les manifestations, à partir de là, où de violence que je désapprouve. Alexis Corbière, juste pour revenir sur vos commentaires sur la majorité, les députés de La République En Marche notamment, vous parliez de Godillot. À certains moments, je vous ai entendu parler de Playmobil. Oui. Ce sont vos mots. On revient hier sur un épisode hier dans l'hémicycle avec cette proposition de loi qui a été adoptée contre l'avis du gouvernement sur l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. Jean-Luc Mélenchon, dans l'hémicycle, a parlé de délit d'inhumanité. Le texte est passé, mais avec seulement 5 voix de la majorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est votre avis là-dessus? Bon, que les choses soient claires. Déjà, petit rappel historique pour aller vite. Le mot godillot, c'était les députés gaullistes qui disaient nous sommes les godillots du général et qui concevaient leur rôle comme étant les exécutants des consignes et de la volonté du président de la République, le général de Gaulle. Et Playmobil, c'est un mot gentil. Hein. Mes filles, elles adorent les Playmobil, donc c'est pas une insulte, mais c'est pour dire, vous savez, ces personnages, c'est tous les mêmes. Voilà. Et les députés En Marche, parfois, se comportent de manière avec une uniformité qui nous amuse. Ils lèvent le bras, ils baissent le bras. Bon. Emmanuel Macron leur dit soyez fiers d'être des amateurs. Ouais, j'espère que. Comment je pourrais dire ça? Je veux pas être taquin, mais tout dépend de ce qu'on appelle l'amateur. Si c'est de manière désintéressée, il a raison, mais si c'est franchement ne pas travailler les dossiers et venir là sans aucun sérieux, je pense pas que ce soit une bonne chose. Mais ce qui s'est passé hier, me semble-t-il, est l'illustration sans doute du fait que beaucoup de députés En Marche sont un peu blessés par cette situation. Comme sur le congé je pense qu'ils ont mal vécu. Ils ont mal vécu parce que la responsable de tout ça, moi je défends pas mes collègues parlementaires, c'est Madame Pénicaud, ministre du Travail, qui avait dit ce jour-là qu'il fallait rejeter le texte. Et par discipline, les députés En Marche ont voté contre le fait qu'on rallonge. C'est quelque chose de terrible quand on subit un deuil. Moi, j'ai 3 enfants, j'imagine que vous êtes KO pendant, je sais pas, plusieurs mois de votre vie. Là, on parlait seulement du fait que vous passez de 5 à 12 jours. Et il y a une députée... Ils ont désormais proposé 3 semaines. Alors,
ils ont été violentés parce qu'ils ont fait ce vote absurde pour être docile en quelque sorte au gouvernement, et après ça leur a été reproché. Hier, ce qui s'est passé, j'espère que tout le monde suit, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les députés En Marche n'avaient plus envie de venir faire le sale boulot et de dire qu'on puisse Seulement 5 ont voté. Voilà. Donc ça démontre que, il y a une crise qui ébranle très fort cette majorité. Et je vais vous dire une chose qui m'encourage sur le débat sur les retraites. Parce qu'après tout, peut-être que ces états d'âme, ces doutes, et on va les retrouver dans les débats sur la question des retraites. Et peut-être que des députés En Marche n'auront pas envie d'aller dans l'hémicycle pour faire des votes qui font travailler les gens plus longtemps. Parce qu'en circonscription, moi je le sais, je discute avec beaucoup de collègues d'En Marche, ils discutent, ils se font engueuler, ils n'arrivent pas à trouver des bons arguments. Violent. Et parfois, des permanences détruites. Je ne souhaite pas de violence, à moins que les choses soient claires. Même un député En Marche avec qui je peux avoir des désaccords total, moi je me situe sur le terrain des idées, pas de coups, pas de violence, évidemment, pas de menaces personnelles. Franchement, c'est des êtres humains. Moi, il est hors de question. J'entends parfois des choses où leur vie familiale serait touchée. Je suis pas d'accord avec ça. Mais à l'inverse, moi aussi, on en prend plein la figure. Que les macronistes qui parfois, soi-disant, nous mettent sur le dos beaucoup de choses. Si vous voulez, que c'est avoir mes réseaux sociaux et tous les trolls macronistes qui m'insultent, qui me menacent, qui souhaitent ma mort, j'ai aussi une liste. Alors moi, j'ai peut-être le cuir plus épais. Vous avez observé un changement ces derniers mois, ces dernières années, justement, avec Twitter, les réseaux sociaux, de ces violences? C'est clair. Je ne veux pas citer le nom d'une télé, une chaîne info, mais on est au format de la... Tout est binaire, quoi. C'est blanc, c'est noir. Mais même vous, peut-être LCI un peu moins, mais vous composez un plateau, il y a celui qui est pour, celui qui est contre. Pendant 4-5 minutes, c'est le ring, etc. Tout est dans cette... et comme ça, et c'est un rythme, c'est Twitter, c'est les réseaux sociaux, de l'image, du truc, des ragots, des machins, c'est dur. Moi, je souhaite toujours me situer sur le débat d'idées. J'espère que ceux qui me regardent, même ceux qui ne m'apprécient pas, au moins me font crédit du fait que je me bats sur des idées. Je ne porte pas des coups sous la ceinture, je n'aime pas ça. Je ne publierai pas des photos dégradants, des machins. Je ne fais pas ça, et j'invite à ce qu'on ne le fasse pas. Voilà, et je trouve que même souvent la critique qui a été portée, notamment contre Jean-Luc Mélenchon, qui en prend beaucoup plein la figure, c'était tel petit moment sans comprendre dans quoi ça se contextualisait, telle parole volée sur un trottoir de manifestation qui devenait un événement. C'est absurde tout ça. Et je crois que la machine, le monstre, est en train de dévorer un peu ses créateurs. Ça, c'est peut-être ce qui est en train d'avoir lieu. C'est-à-dire que ceux qui étaient un peu les enfants d'un système médiatique sont peut-être en train d'être dévorés par ce système lui-même. Changeons absolument totalement de sujet, Alexis Corbière, sur ces chiffres du chômage qui sont tombés hier par l'INSEE, le chômage qui s'établit à 8,1%, et pour le gouvernement, il estime qu'un taux à 7% à la fin du quinquennat, donc en 2022, est franchement atteignable. Écoutez d'abord ce qu'en dit le président de la République, et petit finalement auto-satisfecit, on n'est jamais mieux servi que par soi. Mais écoutez-le. C'est une très bonne nouvelle. Moi, je note qu'en effet, la baisse qui a été vécue et observée l'année dernière permet de montrer qu'il y a une efficacité des politiques qui sont conduites. C'est un bol d'oxygène pour le gouvernement. Alors, je vais essayer d'être précis parce que moi, je souhaite évidemment que le chômage recule et je suis heureux chaque fois que... Les chiffres sont bons. Une Française, un Français. Oui, mais là, alors, moi, j'avais une critique quand c'était les chiffres de Pôle emploi, où souvent la baisse était la marque d'une radiation du nombre de chômeurs. Là, c'est pas le cas, c'est l'INSEE. Mais j'ai regardé la méthodologie. C'est un sondage qui est fait en direction des chômeurs. Et souvent, si des gens ont travaillé ne serait-ce qu'une heure, ils ne sont plus considérés comme chômeurs. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une baisse du chômage dur, de longue durée, mais on a par contre une généralisation aussi d'une forme de précarité. Et je crois que l'exemple de Deliveroo tout à l'heure, qui était avant que nous rentrions en plateau, démontre qu'il y a une ubérisation, un peu de la publicité sur un type de plateforme du travail. Et ce que je ne souhaite pas. Ce que j'observe, c'est que ce que nous dit aussi l'INSEE, c'est qu'on a 500 000 personnes en une année qui sont passées sous le seuil de pauvreté. Donc faisons attention à ce qu'il n'y ait pas des trompe-l'œil. Ok, peut-être que le chômage dur baisse, mais en attendant, il y a une précarisation des gens qui travaillent quelques heures, qui ne sont pas véritablement dans un emploi émancipateur. Des chiffres donc selon vous à regarder? À regarder de près. Je préfère effectivement que les gens travaillent quelques heures plutôt que rien, mais observons aussi que le type de société qui se développe est une société, quand vous travaillez quelques heures, vous ne pouvez pas avoir un loyer, vous ne pouvez pas faire un emprunt, vous restez quand même dans une situation de grande précarité. Et cette société précaire, peut-être que M. Macron, lui, l'aime bien, mais moi, je la trouve assez dangereuse. Voilà pourquoi je me bats. Et puis, pareil sur la question des retraites, tout est lié. Dans quel type de société voulons-nous vivre? Celle de la solidarité, du partage, ou celle de la réussite individuelle et peut-être d'un manque de solidarité vis-à-vis de ceux qui sont blessés par cette société. Alexis Corbière, Emmanuel Macron a reçu
en début de semaine toute sa majorité, plus de 300 députés. Certains sont sortis en disant on a vu finalement un président en campagne. Marine Le Pen s'est d'ores et déjà déclarée candidate à la présidentielle pour 2022. C'est dans longtemps, mais pas si longtemps que ça finalement dans le temps politique qu'est le nôtre aujourd'hui. Quand Jean-Luc Mélenchon se déclarera-t-il? Est-ce que vous avez des informations à nous donner? Déjà, je vous répondrai qu'il y a un sondage qui m'a intéressé, c'est que 80% des Français interrogés ne veulent pas d'un duel en 2022 Macron-Le Pen. Donc gare là aussi à un décor présenté actuellement qui ne correspond pas peut-être à l'actualité. Après, moi je souhaite que nous soyons présents à l'élection présidentielle et je trouve qu'à l'heure actuelle, Jean-Luc Mélenchon est le meilleur pour porter nos couleurs. Mais Jean-Luc Mélenchon, pour en discuter beaucoup avec lui, ne se considère pas actuellement comme candidat officiel, ce serait absurde. Par contre, il est candidat à faire entendre la voix du refus de cette réforme des retraites. Et il y pense. Ça nous aidera pour la suite. Merci beaucoup. Merci Merci Alexandre à vous, d'avoir pris le merci. temps de répondre aux questions de Marie Chantrey ce matin sur LCI. Moi,